Bonjour, on est vendredi le 4 avril 2014 et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui a été déclenché par trois réflexions à partir de trois événements ces jours derniers. Le premier, ça se passe il y a exactement une semaine, ça se passe vendredi dernier et je donne une leçon, une très longue leçon de 8 heures, je fais ça 2 fois par an à l'Institut de haute finance à Paris. Et après m'avoir écouté, au moment où je demande à l'auditoire s'il veut poser des questions, il reste un quart d'heure avant la fin de ces 8 heures. Il y a un monsieur qui n'a rien dit, qui n'est pas intervenu jusque-là, et qui dit tout ce que vous avez dit s'explique beaucoup plus simplement par la connerie humaine. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, ça se passe le lendemain. Et là, je suis à Louvain-la-Neuve, et je fais partie d'un cycle de conférences qui auront lieu au cours de ce week-end. Et donc, il y a une succession rapide d'orateurs. Et la personne qui organise me dit: Ah, c'est vous qui êtes venu en tête des inscriptions. Et regardant sa liste, il me dit: Ça veut dire alors que X est en baisse. Voilà. Il n'a pas pensé. Ça veut dire que vous êtes en hausse. Mais sur un hit parade qui est le sien, il fallait interpréter le fait que ce soit moi qui ai récolté le plus nombre de spectateurs, de gens venus écouter. Et le troisième élément, excusez-moi, le troisième élément, c'est la session de quatre petites interviews de 3 ou 4 minutes qui viennent de se terminer hier sur France Culture, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce sont les questions qui me sont posées par Vincent Lemaire et qui dit, bon, admettons que vous ne soyez plus prophète, alors pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes sur France Culture? Si vous n'êtes plus prophète, est-ce que vous êtes passé à un autre rôle qui justifierait que vous soyez là? Alors, ça ne veut pas dire que je vais parler de moi dans les minutes qui viennent, vous allez voir, parce que c'est une réflexion beaucoup plus générale, mais ce sont les trois points de départ, les choses qui me sont arrivées et qui se sont mises ensemble pour essayer de faire une petite réflexion sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous tous pouvons faire. Alors je dis la première, la première question qui se pose, c'est, bon, j'ai réagi tout de suite à ce monsieur en lui disant, mais, la connerie humaine, ça ne veut pas partie de mes catégories explicatives. Après, je me suis demandé, mais pourquoi, hein, peut-être pas expliquer de cette manière-là exactement, mais pourquoi est-ce que je fais l'économie de cela? Probablement parce que je veux pas me planter contre des gens en disant, ben, l'explication c'est simplement parce qu'ils sont cons. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une tentation, pas une tentative, c'est une tentation qui me vient tous les jours, pas par moi, mais par les courriers qu'on m'envoie, en disant, mais pourquoi est-ce que nous reconnaissons, c'est pas que ce sont les X qui sont les ennemis, et que si on se débarrasse d'eux, ce sera terminé. Alors là, ma réaction, c'est simplement parce que il y a quand même, c'est quand même Hegel qui a dit il faudrait quand même réfléchir à l'histoire et en tirer des leçons et savoir que l'approche en termes de ce sont les X qui, éliminons-les, si c'était une bonne solution, ça se saurait déjà, et ça se saurait déjà depuis 5000 ans au moins. Non, il vaut mieux passer à d'autres représentations de la manière dont les choses se font, d'une autre manière de les prendre. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une réalité dure, il y a une réalité dure, mais notre compréhension de cette réalité dure, ça fait partie des éléments qui nous conduisent dans la bonne direction. Et de dire éliminons les X parce que c'est clairement eux qui, depuis X temps, etc., ou aujourd'hui, c'est la réflexion, je ne sais plus lequel de ces socialistes qui avait dit, utopistes, qui avait dit bah, il suffit de couper la tête à 500 personnes et puis voilà, les 500 au-dessus et tout va s'arranger. Non, parce que regardez ce qui s'est passé à la Barclays. On a décapité la compagnie, on a fait monter un monsieur Durand qui est un monsieur tout à fait raisonnable et qu'est-ce qui se passe il y a quelques semaines? Ben, on le prend la main dans le sac de se conduire exactement comme les autres. Il s'est retrouvé à la position de ceux dont on s'est débarrassé excusez-moi, et il se conduit exactement comme eux. Il s'est mis dans leurs souliers, et dans leurs souliers, il fait exactement la même chose. Donc ça, c'est pas la solution. Mais quand on parle quand même, bon, il faut peut-être pas éliminer entièrement les explications en termes de conneries humaines. Et là, j'y pensais dans les jours derniers, parce que je lisais un passage, c'est un passage pas très connu, parce que ça fait partie c'est dans un article assez confidentiel,
publié par Keynes dans une série d'échanges avec des gens qui critiquent sa théorie générale. Et il revient sur un point qu'il a déjà fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui vont se passer dépendent de la manière dont nous les représentons. Et alors, manifestement, il présente des gens comme lui, c'est-à-dire il explique, et ça c'est son fameux concours de beauté, l'illustration de concours de beauté, c'est pas une longue explication, c'est un paragraphe dans la théorie générale en 1936, où il dit, bon, ben voilà, il y a un comportement qui va être un comportement collectif, moi je suis qu'un individu, comment est-ce que je peux me faire une représentation exacte de ce comportement collectif? Eh bien, je peux commencer par me mettre à la place des autres et me dire comment est-ce qu'ils vont faire, mais je sais que les autres vont se poser la question aussi à mon propos, à moi, ils vont avoir une représentante de moi, et une représentation de moi peut être en train de les représenter eux, etc. Bon. Et ça il dit, bon, savoir ce qu'on peut en faire, ça dépend à quel degré on s'arrête de réflexion de ce type-là, numéro 4, numéro 5, etc. Et puis alors, il y a une autre réflexion. Il dit, oui, mais la plupart des gens, enfin, ben, ils ne font pas des trucs aussi chiadés, aussi sophistiqués que ça. Comment est-ce qu'ils font? Et là, il introduit cette notion de convention. Il dit, ben, ils réfléchissent de manière conventionnelle. Et de manière conventionnelle, la manière dont il décrit ce qu'il veut dire par de manière conventionnelle, c'est la loi du moindre effort. C'est d'abord de ne pas réfléchir du tout, parce que parfois il dit, bon, c'est même pas un mécanisme psychologique, c'est juste penser de manière conventionnelle, c'est-à-dire en fait ne pas réfléchir. Et là, il tombe sur il dit, ben, finalement, alors le plus grand nombre de gens, ils pensent simplement que le monde va rester exactement comme il est. Et pour lui, il est clair que c'est le degré zéro de la pensée, parce que, bon, c'est même pas tenir compte du fait qu'il y a des autres, c'est simplement, je dirais, peut-être le cerveau pas tout à fait mort, mais pratiquement, qui considère eh bien, que le monde, il n'y a pas de raison qu'il soit différent demain de ce qu'il est aujourd'hui. Et on peut vous parler, quand on vous dit alors, mais oui, mais le climat change, il dit, oh, foutaise, et là, le système financier est en train de s'effondrer, calembredaine, et bon, on ne peut pas continuer comme ça avec 65 personnes qui gagnent autant que 3 milliards et demi, et du fichier, qu'est-ce que ça peut faire comme différence, etc. Au contraire, dit le type qu'on voit à la télé, au contraire, c'est un excellent exemple, ces 65 constituent un excellent exemple pour le reste de la foule. Alors, on peut peut-être, on peut se dire à ce moment-là que quand Keynes dit les prix se constituent essentiellement de manière conventionnelle, il veut peut-être dire c'est la connerie humaine qui détermine essentiellement la représentation que les gens se font de l'avenir, c'est-à-dire qu'ils ne s'en font pas du tout. Qu'il y a des gens, comment dire, qui sont allés à l'école comme moi, qui vont penser à la manière dont les autres se représentent les choses, et dont moi je me représente leur comportement, et dont eux vont se représenter le mien, et ainsi de suite. Mais pour la plupart des individus, eh ben, c'est encéphalogramme plat, et ils se disent que le monde demain va être, pardon, va être comme celui d'aujourd'hui. Alors, plutôt que, est-ce que ça ne remplace pas, euh, je dirais, je ne sais pas, je pense à certaines grandes organisations dont les déclarations semblent avoir un impact sur les politiques qui sont suivies. Est-ce que l'explication n'est pas simplement qu'il n'y a pas de réflexion à ce niveau-là, et qu'on se dit simplement que s'il y a des gens qui disent que le monde va changer, eh ben c'est des emmerdeurs, parce qu'il n'y a pas de raison que le monde change, puisque le monde a toujours été comme ça. Et quand ils disent comme ça, évidemment, je ne sais pas s'ils remontent jusqu'aux Égyptiens, mais enfin, ils veulent dire au cours des, je sais pas, au cours des 5 dernières années, peut-être pas les 5 dernières années, non, allez, disons au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire que si on ne bouge pas, si on ne change rien, eh ben, vous l'avez entendu dire, même en haut lieu, on est dans un cycle, et puisqu'on est très très bas dans le cycle, ben, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, uniquement que ça s'arrange, puisqu'on va remonter dans le cycle. Alors ça, c'est peut-être c'est le degré 0,5 au-dessus de la pensée plate, celle du cycle, en disant, oui, oui, on constate bien que ça change un petit peu, mais enfin bon, ça change jamais que quand dans des proportions tout à fait minimes, puisque ça revient, voilà, ça va revenir à l'endroit où c'était, puisque si on ne bouge pas, c'est comme ça que ça se passe. Les choses finissent toujours par. Deuxième principe, après celui rien ne change, les choses finissent toujours par s'arranger, sans même que moi j'intervienne, sans même que moi je dise quoi que ce soit, etc. Les choses finissent toujours par s'arranger. Oui.
ça passe ou ça casse, mais on a vu, ça fait quand même parfois des dégâts, ça fait parfois des dégâts. Et quand même, heureusement, qu'il y a des gens qui interviennent de temps en temps pour dire ce qu'il faudrait faire et pour pour essayer quand même d'influer sur le cours des événements. Alors ça, c'est la deuxième question, influer sur le cours des événements. Parce que donc, quand Vincent Lemaire m'interroge, il dit, vous étiez prophète, vous avez dit, il va se passer ceci. Et puis, quand on parle de la crise de la zone euro, il ne s'est pas passé ça. Et je dis, oui, monsieur, ben, il faudrait quand même déterminer si le fait que moi, je me suis insurgé, si ça n'a quand même pas eu un impact sur le fait que ce ne soit pas effondré. Parce que le fait d'être reconnu comme prophète, et je dis que bon, cette appellation de prophète, quand on l'utilisait à mon propos il y a 7 ans, c'était une manière aussi de vous disqualifier. C'est de dire, vous dites des choses qui s'avèrent exactes, mais pour une raison qui est tout à fait indéterminable, c'est l'inspiration divine, soupir d'exaspération. Vous dites ça à tout hasard, et pour une raison qu'on ne comprend pas, ça s'est passé comme ça. Non. Une fois qu'il y a la reconnaissance associée à ça, les gens se disent peut-être, c'est peut-être parce qu'il a compris comment ça marchait. Et là, on vous met dans un autre rôle. Et dans cet autre rôle, vous pouvez avoir une influence sur les événements parce qu'on vous écoute, on tient compte, on vous fait venir à l'endroit où on prend les mauvaises décisions. Ça s'est vu au mois de novembre, ça s'est vu encore plus récemment. Euh, et sous d'autres formes, l'influence qu'on peut avoir. Mais donc, on vous met dans une autre position, c'est qu'on va tenir compte de votre avis. Et là, si vous lancez une alarme et que les choses ne se passent pas, donc vous dites attention, ça va se passer si on fait rien. Bon, si on fait quelque chose, eh ben, c'est ça que vous avez appelé de vos voeux. Donc vous êtes passé à un autre rôle que celui de prophète qui est dans le désert. Il y a cette image qui circulait à mon propos tout au début du blog. C'est le prophète Philippus dans L'Étoile mystérieuse qui dit la fin est proche, etc. Bon, heureusement, on m'a sorti de ce rôle-là. Heureusement, on me met dans un autre rôle. Alors, dernière réflexion, quel est ce rôle? Quel est ce rôle? La personne qui m'invite dans une série de conférences où il y a X et Y qui sont des vedettes, des vedettes. Mais ils sont des vedettes de quoi? Ce sont des vedettes d'être des intellectuels. Ah, d'être des intellectuels. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça date aussi d'il y a quelques années. C'est au moment où, voilà, c'est au moment où j'avais prévu la crise des subprimes, et puis ça se passe exactement comme écrit dans mon bouquin. Et puis voilà, ben, les magazines commencent à en parler. Et puis il y a ce magazine, il y a cet exemplaire du Nouvel Observateur. Et c'est très intéressant, on peut peut-être le trouver toujours. Ça commence par, bon, il y a des publicités, mais après, il y a 3 pages ou 2 pages, je ne sais plus, grandes pages, qui parlent de Paul Jorion. Voilà. Et après, il y a un dossier, immédiatement après ça, il y a un dossier sur qu'en pensent les intellectuels. Voilà. Il y avait une possibilité, c'était de me mettre dans les intellectuels, qu'en pense-t-il de la crise. Mais non, ce n'était pas ça qui était fait. Voilà, c'était encore un prophète. Il y avait un prophète qui parlait de choses, et puis il y avait après les intellectuels, qu'en pensent-ils eux? Et puis il vient le jour, le point où on commence à vous poser des questions dans les interviews. Vous avez entendu, c'était Manuela Salvi, là, sur la radio suisse, et ça date de quoi? Je ne sais pas, de 15 jours maximum. Qu'est-ce que c'est que les gens voilà, qui ont des diplômes et qui parlent des choses qui se passent et qui interviennent et qui veulent se faire entendre et qui tapent du poing sur la table? Ah, ben ce sont les intellectuels. Il y a une catégorie pour les maîtres. Et alors, au moment où la question se pose du hit parade, tiens, vous êtes plus haut qu'un tel ou un tel dans la liste des intellectuels, à ce moment-là, on vous masse à cet endroit-là. C'est-à-dire que, bon, je dirais, on est encore au niveau justement de la pensée zéro. Hein. On n'écoute pas ce que vous dites, on vous met dans une catégorie. On vous met dans prophète, puis on vous met dans un intellectuel. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vous écoutent en attendant, mais je veux dire au niveau des élites, des médias, la manière dont ça se passe, dans la manière dont on vous présente les choses. Et alors on vous écoute avec une oreille, avec cette oreille-là si vous êtes prophète, et avec celle-là si vous êtes intellectuel. Mais ce rôle-là, voilà, c'est ça que c'est avec ça que je voulais terminer. Ce rôle-là, de dire ce qu'on pense, eh ben, tout le monde peut le faire.
tout le monde peut le faire. Parce qu'il faut s'en foutre de cette catégorie de prophète ou d'intellectuel ou de quoi que ce soit encore, et de hit parade qui fait qu'on vous écoute plus ou moins, parce que si vous êtes plus ou moins haut dans le hit parade et que tout à coup on vous fait cette réflexion, ah ben si vous êtes plus haut, c'est parce que un tel est en train de baisser, vous êtes dans cette logique du degré zéro. Mais il ne faut pas se laisser prendre, il faut pas se laisser prendre dans les raies de ces trucs-là. Ou alors tout à coup se dire, ah, puisque je suis un intellectuel, je vais parler maintenant de tel et tel. J'ai un capital d'intellectuel, alors je vais gérer ça pour obtenir la médaille la médaille je ne sais pas comment elle s'appelle, enfin bon, il doit y en avoir, je vais essayer d'obtenir ceci ou ça, et d'entrer dans cette logique de carrière. Non, il faut changer le monde, c'est ça. Et ça, on peut tous le faire, on peut tous le faire. Il y a toujours cette question qu'on me pose à la fin des exposés, et même quand c'est un institut de haute finance, où le public est quand même sélectionné, il s'est auto-sélectionné en s'inscrivant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut tous faire la même chose. On peut tous être des intellectuels, entre guillemets. Pas besoin de diplôme, pas besoin, il suffit de réfléchir un peu à ce qui se passe et de démonter, de déconstruire ces discours qu'on nous présente en face, ces catégories toutes faites qui font qu'on vous écoute en telle ou telle qualité et on vous dit ah vous êtes passé de statut alors si vous dites maintenant ça et pas autrement, etc. Ce rôle-là de, bah, appelons les choses par leur nom, ce rôle-là de citoyen, chacun peut le jouer, chacun peut le jouer à son échelle. Il n'y a pas besoin justement d'être passé par les catégorisations des médias ou de la pensée degré zéro, comme je l'appelle. Voilà, alors j'espère que ça va vous mettre de bonne humeur par rapport à la semaine qui vient. Le monde change, il ne reste pas le même, non, il n'y a pas de cycle. Même ceux qui ont passé toute leur vie, Monsieur Kondratiev, je m'excuse, à essayer de trouver des cycles, il n'y a pas de cycle, l'histoire ne s'est jamais reproduite. Si on peut rigoler comme Marx et faire une blague sur Napoléon III en disant on a déjà vu l'histoire de Napoléon la première fois en tragédie humaine, en tragédie grecque, et la deuxième fois en sinistre plaisanterie, mais non, Napoléon III n'est pas une réincarnation de Napoléon d'une première, ni d'une manière ni d'une autre. Le monde change, il faut qu'on s'habitue à cette représentation-là, il ne faut pas rester, ce qu'on peut faire chacun, c'est pas rester au degré zéro de la pensée, de voir, pardon, de voir que le monde change et, comme je le dis dans mon dernier livre, comprendre les temps qui sont les nôtres et agir en fonction de ça. Voilà, à la semaine prochaine.